Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour à tous, bon réveil, merci de nous être fidèles. C'est votre bonjour, bienvenue chez vous. Votre bonjour d'Algérie du mardi 2 février 2021. Et pour cette matinée, eh bien, on vous réserve une très belle émission. En tout cas, on l'espère. On espère que ça vous plaira. Alors, on commence tout en douceur avec Djawdet Gessouma. Djawdet qui éveillera nos papilles, attisera votre curiosité. Il nous fera découvrir, ou plutôt redécouvrir, un ouvrage de Rachid Sidi Boumediene, dédié aux riches spécialités culinaires de notre pays. Vous l'aurez compris, la cuisine traditionnelle est à l'honneur. On parlera également environnement, puisque nous célébrons la journée mondiale des zones humides aujourd'hui, en ce mardi 2 février. Nous ferons un tour du côté du parc national du Durdura avec un représentant du parc, Ahmed Alilesh, ainsi qu'au sud de Sétif avec Rahim Abdelaziz, pour s'enquérir de l'état de ces écosystèmes si merveilleux mais également si fragiles, vous verrez. Début de la vaccination contre la Covid-19 en Algérie, nous répondrons à toutes vos questions sur cette campagne avec une spécialiste du domaine, Samia Hamidi. Elle représente aujourd'hui, ce matin, le ministère de la Santé. Ronde, allongée, cerise ou encore jaune, voire même zébrée, la tomate se décline en de multiples variétés. On vous propose de redécouvrir ce fruit. Comment le choisir, comment le savourer? Eh bien, le chef Amine sera parmi nous ce matin pour y répondre. Avant le développement de toutes ces thématiques, eh bien, vous le savez, c'est l'heure de votre premier journal météo de la journée. C'est avec Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Les nouvelles du temps, c'est avec Amel Laribi. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, ça peut aller. Il fera beau, pas beau, moins beau? Ouais, malheureusement, il fera beau. Il fera beau? Ouais. Heureusement pour nous, j'ai envie de dire. Ouais, pour les autres, mais pas pour moi. Merci Nour, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, excepté quelques brumes en ce début de matinée sur les côtes ouest, centre également, l'intérieur est, eh bien le ciel restera partiellement voilé sur l'ouest et le centre, passagèrement nuageux, parfois dense en ce début de matinée sur les régions de l'est avec quelques faibles pluies mais vers l'extrême est. Puis le temps va se dégager progressivement durant la journée. La moitié sud, excepté quelques voiles vers le sud-ouest, et bien ailleurs le soleil sera bel et bien présent avec toutefois des soulements de sable tout au long des frontières algéro-malienne et le Sahara central. Les températures l'après-midi, eh bien, elles seront plutôt agréables pour la saison, parfois hors saison, avec un minimum de 16 degrés du côté de Batna, 19 Tchelfa al-Beyod, 17 degrés à Constantine, 18 Tizi Ouzou, 20 degrés à Annaba, 21 à Alger, 24 le maximum Oran et Tlemcen, 19 Tiaret, al-Beyod et Djelfa, au sud 24 degrés à Biskra, 25 Gardaïa, Béchar et Lizi, également Tamanrasset et Janet, 28 Adrar, Insalah, et enfin le maximum, comme toujours, à Bodj Bedi Mokhtar, Engzan et Tindouf, avec 31 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, parfois peu agitées. Les vents souffleront entre 30 et 40 km/h tout au long de la journée, avec des vents de secteur ouest sur les côtes centre et est. On va faire un petit tour du côté de l'Afrique du Nord. Le ciel se montrera passagèrement nuageux à l'Aïon occupé, peu nuageux au Caire. Un beau soleil par contre régnera à Tunis, également à Nouakchott, Niamey, N'Djamena et Khartoum. Le mercure affichera 19 degrés à Tunis, 18 à Tripoli, 21 degrés à Rabat, 28 au Caire, 37 à Khartoum, N'Djamena, en passant par les 35 degrés à Niamey. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Rendez-vous donc pris à la mi-journée, en fin de journée, donc après les éditions de 12h et celle de 19h. Merci Amel Laribi, merci beaucoup. Eh bien, on entame cette matinale avec de la musique. C'est la grande diva de nos temps, de ces années-là, la grande diva Adèle, avec son célèbre tube Hello. Hello de Adèle, la grande diva Adèle, qui a toujours dit faire de la musique pour les oreilles et non pour les yeux. Mais à voir son clip
on a l'impression que c'est le contraire, tellement elle est jolie. Allez, on s'offre à présent un voyage à travers un voyage culinaire, à travers un beau livre. Et ce qui est sûr, c'est que ce bouquin va nous ouvrir l'appétit, n'est-ce pas, Djawdet? Bien sûr, voilà une rubrique qui va se faire avec de la... en saliva. Bonjour, Voilà. comment ça va? Merci, ça va très bien. Eh ben, merci à vous d'être venu. Voilà, je suis revenu avec plein de plats dans les mains. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de transmettre à nos téléspectateurs. Alors, cuisine traditionnelle en Algérie, un art de vivre de Rachid Sidi Boumediene. Boumediene, n'est-ce pas? Pas Boumediene. La confusion Je est... ne pense pas qu'il va aimer si on dit Boumediene. J'en doute fort aussi. Alors déjà, pourquoi avoir choisi ce livre? Vous vous êtes dit, tiens, ce matin, et si je l'ai torturé de bon matin? Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'est même pas 9 h du matin. Voilà, oui, mais bon, ça rien n'empêche d'avoir une bonne, des bonnes petites choses à se mettre sous la dent. En nous titillant Et les sous papilles les yeux aussi. gustatives. Voilà, en nous titillant les papilles. Mais c'était un peu plus, quand même un peu plus, le choix s'est imposé parce que j'étais en train de le lire pour le plaisir. Et il s'avère que ce livre va nous mener dans les plus grands voyages vraiment culinaires et civilisationnels. Parce que Rachid Boumediene est un scientifique de formation. Il a fait beaucoup d'ouvrages concernant l'urbanisme, concernant la ruralité. C'est lui qui avait un peu mis le doigt sur ce concept de rurbanisation, c'est-à-dire l'incursion du rural dans l'urbanité. Il a beaucoup investi son savoir dans la citadinité, donc il s'est posé toujours ce questionnement. C'est un enfant de l'ex-Clos Salombier, Madania, et donc ancré dans cette tradition, dans cette citadinité, dans ces questionnements. Et là, donc, il a fait d'ailleurs un excellent ouvrage sur le Hirak, c'est-à-dire qu'il avait appelé ça Aux sources du Hirak, paru chez Cheheb, où il explique bien, dans un cadre général bien installé, un peu tout ce qui s'est passé, le Hirak, dès les débuts. Donc, c'est un personnage qui travaille toujours d'une manière descriptive, systémique, et nous donne ensuite une analyse assez précise des choses, ce qui nous permet d'avoir une excellente idée. Donc c'est vraiment un guide. Rachid Sidi Boumediene, c'est un guide. Et alors, quand on le connaît, qui nous produit une cuisine traditionnelle en Algérie, un art de vivre, on est sûr d'avoir des textes de Saint-Augustin, d'Ibn Abdoun, de chercheurs du CNRP. Il a travaillé, donc il nous a produit un excellent livre qui met l'eau à la bouche en même temps et qui nous emmène en voyage d'abord en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans toute la Méditerranée quasiment. On saura que le mhadjib, c'est par exemple un plat qui n'est pas nécessairement du terroir, mais qui vient de Turquie ou des pays de... bon, lui, il a oublié, peut-être omis de dire que ça vient des gozlem turcs. Ils ont un nom, donc les mhadjibons turcs. Mais comment les gozlem? Et les gozlem, voilà. Donc si vous allez en Turquie demander des gozlem, vous serez bien. Voilà, un Iskander kebab, vous aurez... c'est une expérience culinaire transcendante. Ah, carrément. Vous étiez sur notre dimension. Sur une autre dimension. Voilà, et puis donc il y a un peu toute cette histoire dans ce livre, il y a un peu toute cette histoire. C'est d'abord très bien écrit parce que c'est d'une simplicité exemplaire. Et on a l'impression que chaque mot est assaisonné à sa sauce. Effectivement. Drssa pour certains, charmoula pour d'autres. Giroflé sur la balustrade. Giroflé, voilà. المنكفن في حجر مو سكران طايح دروج, voilà, plein de noms mythiques, mythologiques, issus vraiment du terroir et de la quotidienneté. Et lui, il va nous expliquer. C'est vrai que peut-être que si on mange aujourd'hui des anchois séchés, c'est peut-être... vous êtes complètement anéantis. On est en train de vous perdre là. Non, Yazid me dit, l'atmosphère, pour le coup, oui, c'est l'atmosphère, c'est un gâteau très fin, très raffiné, et donc vraiment on le mange du bout des lèvres. C'est pour ça, voilà. Mais après, vous avez une cuisine un peu plus rugueuse, vous avez des choses comme, je sais pas, là, vous vous battez contre les éléments, vous vous battez contre la neige et le quotidien, c'est-à-dire quand vous allez manger ce qu'on appelle bon, parce que le fils c'est autre chose, c'est quelque chose de Constantine. Constantine, il est raffiné, c'est de la semoule
et tout. Et c'est Là, lourd quand même, hein. C'est très bon, mais c'est lourd. c'est lourd, c'est roboratif, c'est normal. Ça, vous avez de temps en temps une cuisine sans fioriture, ni, ni raffinement, parce que vous êtes là contre les éléments. Les gens mangent et ils vont aller travailler dans les champs, ou alors ils vont faire la guerre. Les aguilés d'avant lutter contre le froid aussi, voilà, la maladie. manger un peu prenez de Enerman, les figues séchées, c'était très énergétique. Oui. Et donc, Rachid Sidi Boumediene va nous emmener dans un voyage qui va démarrer quasiment dans l'Antiquité. Par exemple, quand je disais tout à l'heure, on va manger des anchois, c'est peut-être un héritage du garum, où l'Algérie, à l'époque, était un pays qui fournissait les Romains en garum. Et il faut dire que les Romains venaient passer souvent des vacances ici. C'est aussi une capitale de la rhétorique, de la dialectique, toutes ces choses-là. Donc, il y a ces vins qui étaient coursés avec, ou encore nous d'ici, c'est avec du miel. Il y a l'Andalousie qui est revenue avec plein de plats, plein de choses, plein de manières. Il y a aussi Ziriab qu'on a toujours assimilé à la musique andalouse, mais Ziriab a amené les arts de la table. Il les a emmenés en Andalousie et le retour s'est fait aussi de ce côté. Quand on parfume des choses au jasmin ou à l'eau de rose ou ces choses-là, ce sont des héritages. Donc lui, Rachid Sidi Boumediene, en tant que sociologue, va travailler avec beaucoup de chercheurs sur ce livre et on va voir les origines de ça, comment elle est faite, c'est les bases à pâte pimentée, les bases, comment on fait une cuisine roborative. Dobara, c'est un peu Dobrerask la légende dit que c'est le mari qui a dit à sa femme, Dobrerask, qui s'est ramené avec des fèves ou avec des pois chiches. Aujourd'hui, cette cuisine du terroir revient en gros. Aujourd'hui, par exemple, on a le chef Rabah Ourad, chef Rabah d'ailleurs qui est au Mime, ça s'appelle le Mime l'endroit, il réinterprète la Garanteta, il réinterprète avec dans une cuisine très raffinée, très recherchée. Tout cela en vous racontant que c'est sa mère qui lui a appris les bases de la sauce. Là, il y a aussi des variantes sur l'escabèche, par exemple. C'est kebaj, qui vient de Bagdad, qui vient des environs, enfin de l'ancienne, pas Mésopotamie, c'était plus la Mésopotamie, c'était l'Irak et tout. Toutes ces choses-là qui sont des héritages, là aujourd'hui, le kunafa, le taïf, toutes ces choses-là sont des choses turques. La baklawa, le baklava, mais toutes ces aventures culinaires du Sud, par exemple, on partage ça avec la Tunisie, le Maroc, il y a aussi le couscous bilmennani, ou de djidjel, de délice djidjel, ça va vers d'autres contrées. Vous avez une dame qui travaille, à qui je rends hommage aujourd'hui, c'est Rabia Amjar qui réinterprète ou qui interprète tout simplement les grandes recettes, par exemple du chenois. Oui. Du chenois, elle fait avec la dorade au pourpier, toutes ces choses-là, avec beaucoup d'herbes, beaucoup de choses. L'Algérie est aussi un continent culinaire et Rachid Sidi Boumediene nous l'a vraiment bien transmis. Il a vraiment fait un travail de fond très poussé. Et puis il arrive à... Il n'a pas compilé de recettes, nous a fait... Il décortique la cuisine algérienne en plusieurs parties de son plusieurs ouvrage. Parties entre les sauces, les soupes, les plats consistance. Il fait une différence, par exemple, entre le walima, qui est une invitation où on vous honore, qui est différent des zerda où on vous fait un méchoui. C'est pas parce qu'on vous a fait un méchoui que c'est... Moi, je sais pas, j'ai été honoré à Saïda à l'âge de 6 ans, on m'a fait un méchoui. Je veux dire que c'est pas quelque chose d'extraordinaire quand on est dans le rural. Oui. C'est-à-dire transformé dans la citadinité, ça prend une autre valeur. Mais méchoui, c'est une zerda. On rassemble des gens, on les fait manger, entre guillemets, excusez du terme, on les fait bouffer autour d'un plat de viande et voilà. Mais l'oualima, c'est autre chose. Quand on vous fait un méchoui en aparté, c'est autre chose, par exemple. Et là, lui, il nous fait la différence. L'auteur nous fait la différence de toutes ces choses-là. Un savoir-vivre autour de ça. Là, donc, il y a, par exemple, pas plus loin qu'hier, dans un village, dans une ville de Kabylie, je me suis retrouvé dans une ambiance, on se recrée à Boston, par exemple. Ah, génial. Avec...
des tacos, des vrais tacos, une cuisine un peu Tex-Mex chez Feta Cassette et son mari, qui vous font dans une sorte de fast-food, dans l'impression, mais ce n'est pas ça, c'est le Boston Suite. On a une interprétation de la cuisine idéale. Ils font même les gâteaux et tout. Alors que dans le fast-food, c'est industriel. Oui. Là, c'est vraiment une cuisine très recherchée. Ils sont traiteurs, cuisiniers. Donc, vraiment, on leur rend hommage. Là, on a une qualité du produit. On a une qualité. Vous avez mangé un cheesecake avec du vrai fromage blanc. C'est pas frais, voilà. Il y a aussi des gens qui font aujourd'hui de la maturation de viande, vous avez un peu ces choses-là un peu partout. Vous avez donc toutes ces personnes-là, vraiment, il faut le... Vous avez juste là, à la Casbah, le repère où vous mangez comme chez votre tante, quoi. Moi, je voulais l'embrasser. Yassine Hadat, à la Casbah, vous descendez, vous avez des petits plats de sardines, biddersa ta'sah, c'est pas juste de l'arnaque pimentée. Et toutes ces choses-là, elles sont traduites dans ce livre. Elles sont traduites. Une doubara doit être faite avec tous les ingrédients. Vous ne savez pas, si vous n'avez pas le piment vert qui craque et qui vous donne une saveur. Et donc là, la correspondance avec le gazpacho espagnol est automatiquement faite avec l'Andalousie. Toutes ces choses-là, ces valeurs, le couscous, par exemple, où il y a eu tout un débat, parce qu'il a été c'est-à-dire installé et entériné comme patrimoine. Le couscous, aujourd'hui, il a une autre valeur. Il a une valeur sociale, sociologique. Quand on dit « makrinash ta'am ta'ak », ça veut dire qu'on n'a pas assisté à ton mariage. Il y a toutes ces choses-là. Le couscous est aussi le partenaire de toutes les cérémonies funéraire. Donc, il accompagne la vie tous les événements, dans tous les événements. Et il est quasiment universel parce que vous le trouvez sous plusieurs formes, au sud, au nord. Toutes ces choses-là traduisent d'une grande civilisation, finalement, et d'un grand passage de l'Antiquité à nos jours. Avec quand vous faites timshert, c'est-à-dire c'est autour, c'est le partage, le zéa, c'est autour de la solidarité. C'est aussi un symbole de tuiza, de tuizi. Quand vous prenez des ouvriers qui vont venir vous aider pour votre construction, le couscous ou le plat convivial est fondamental. Quand vous avez tchoucha, la tchoucha qui va de Biskra à Constantine en passant par Annaba, vous avez aussi la tchoucha algéroise dont très peu de gens parlent. Et qui est, quand quelqu'un pour le ramadan, les femmes et dar, il y en a toujours une qui est préposée à la tchoucha, qui est tout simplement du pain sec avec un assortiment d'herbes, un peu c'est-à-dire c'est aussi symbolique, pour c'est avec un peu de lentilles, c'est-à-dire des fruits secs, et c'est symbole un peu de renouveau, c'est symbole. Donc c'est très, vous avez l'immense l'inair qui est le plat, enfin le repas qu'on fait avant l'inair, qui est aussi symbolique parce qu'il y a toute cette notion de renouveau, de terroir, toutes ces choses-là. De réunion familiale, de vous avez des aussi. plats, voilà, quand on fait la récolte des dattes dans le sud, il y a des plats adaptés, le hsoul, il y a, chaque chose est accompagnée d'une... Et ce sont finalement, on va retrouver Rachid Soudi Woundine, qui va nous intégrer dans ces grands voyages. En tout cas, je vous dire, c'est pas très sympa par les temps qui courent. Et ça a commencé par un excellent, pardon, excusez-moi. Le goût est totalement... connaît une atrophie en ce moment. C'est pas très sympa pour les gens qui ont perdu le goût à cause du Je Covid. pense que ce sera, s'ils prennent des choses bien épicées. La dernière fois, il y a mon épouse à qui je salue ici, m'avait fait un excellent leblebi tunisien. Je crois que c'est anti-Covid. Ça, je peux vous l'assurer, avec une harissa, comme on dit, bildi, pointe de thon et un œuf. Et là, je pense que la bonne santé est au rendez-vous. Il n'y a pas de chose. Je pense que parce que elle vous dope, votre femme. Zériab aussi, et je ne sais pas qui était Esculape, je crois, le grec a dit ton remède est dans ton assiette. Et ça, voilà, bien manger, être bien civilisé, c'est très important. Voilà de quoi mettre l'eau à la bouche à nos amis téléspectateurs. Totalement. Et donc,
Et donc tout ça, ça a commencé d'ailleurs avec Jamal Sidi Mouddine, qui était Oui. un artiste, qui est le frère de Rachid, avec qui on avait partagé un excellent sban. Vous les avez connus les deux. D'accord. Je les ai connus tous les deux. Et le husband de sa maman était, et je pense que l'hommage, ce livre est peut-être quelque part un hommage Oui. à sa maman. Et voilà, un excellent voyage, cuisine traditionnelle. Et on va vous en donner Algérie. encore plus l'eau à la bouche avec ce défilé d'images. Regardez, on revient juste après. Voilà, donc. Il les a. Ça donne pas faim, mais ah, ça a l'air bon, ça. Alors, un style d'écriture de Rachid Sidi Bouhemdi qui nous Oui. ouvre l'appétit avec Voilà. ce défilé d'images. Oui, bien, ce ça fait défilé où compiler là les on voit choses. que finalement le couscous, par exemple, a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc voilà, c'est-à-dire que où la cuisine transmet des valeurs civilisationnelles. La cuisine traditionnelle en Algérie, et là, c'est plutôt vraiment le Maghreb. Hein. On ne pourrait pas dire que c'est exactement l'Algérie, mais est un creuset de toutes les civilisations, où on a des héritages méditerranéens, maghrébins, africains. Et voilà, et c'est un livre vraiment à lire et à garder parce qu'il nous donne toutes les bases des recettes. Il nous donne vraiment les desserts, leur place dans les saisons, dans la citadinité, dans la ruralité. Donc, toutes ces choses-là, vous avez même certaines boissons. Pourquoi on va faire, par exemple, sherbet, qui est avec de la cannelle et tout. À un moment, qu'on appelle sadan, on va inviter. Et ça, donc, quand on vous donne, c'est un gage, si vous voulez, d'accueil, c'est un gage de bonhomie, de convivialité. Il y a tout, c'est-à-dire chaque plat, chaque mets, chaque boisson, chaque dessert, chaque légume pris à d'une certaine façon va vous inscrire dans une Algérie multiple. Et je pense que ça, c'était vraiment très, très En tout cas, il faut dire que pour plonger dans notre culture et dans nos traditions, il faut aussi passer par la connaissance de notre cuisine, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, ou les deux en même temps, comme vous le disiez, sûr, elle peut dans être ce fameux bourrue, village. elle peut être bourrure et barbative, et elle peut être aussi accueillante, raffinée, vraiment dans le plaisir, dans le festoyage, enfin dans la fête, c'est bien, dans le festif. Très bien. Alors, on va regarder un défilé d'images tout à l'heure que vous allez nous commenter, donc, dont l'image du jour. Donc, tous les mardis, vous avez votre image que vous ramenez. Voilà, on va offrir un petit intermède à nos amis téléspectateurs. Là, il y a les bouquinistes. Oui. Voilà. Ces bouquinistes sont un peu comme la cuisine traditionnelle, conviviale, proche. Ils sont simples, modestes, un peu dans le désordre. Mais si vous voyez toute la quantité des choses qui existent à l'intérieur de ces livres, lui, il est toujours en train de bouquiner sur la rue du Duch Mourad. On le connaît tous. D'un jour à l'autre, il a décidé d'échanger des livres, de les vendre, de les acheter. Et il est tout le temps la tête dans ses livres en train de lire. On a de la peine à lui dire bonjour tous les jours, parce qu'il est tellement concentré. Et puis, il va vous donner des informations. Voilà, là, ce sont des gens qui éclairent notre vie, puisqu'on peut trouver de bonnes petites perles de culture dedans. Et c'est vraiment leur hommage aujourd'hui. C'était l'image du jour. Merci beaucoup, Goussouma. Merci beaucoup. Alors, dès l'entame du texte, on y lit. J'aimerais juste lire un petit texte. Ceci n'est ni un livre. Donc, je reviens sur le le livre de Rachid Sidi Bouhemdi. Donc, ceci n'est ni un livre de compilation ou de présentation de recettes, ni un travail froid de scientifique sur les rites alimentaires ou la nutrition en Algérie. En un mot, ce n'est pas un travail scientifique, c'est un travail d'amateur.
guidé par la seule curiosité, aiguisé par son expérience, heureux d'avoir goûté et apprécié les cuisines de plusieurs régions d'Algérie, d'avoir été ébloui par le couscous de Touat, je prononce bien? Du Touat, ouais. Du Touat, voilà. La doubara mangée dans la gargote de Biskra, le fils de Constantine, est par définition l'incomparable cuisine maternelle auquel on fait tous référence. Oui, c'est ça. Mais il a beaucoup travaillé avec des scientifiques, il a beaucoup travaillé avec des historiens. La base maternelle, c'était le principal, mais il a beaucoup travaillé. Donc, il est modeste en disant que c'est un travail d'amateur, mais c'est vraiment un travail qui est bien, qui a sa place dans les plus grandes bibliothèques scientifiques. Merci beaucoup, Jedid Dessouma. Alors, publié aux éditions Chihab, c'est bien ça? Oui, Chihab, voilà, vous le trouvez un peu partout, c'est cuisine traditionnelle d'Algérie. Un art de vivre, donc le genre d'ouvrage à lire absolument et à conserver dans notre bibliothèque, voilà. À offrir, pourquoi pas, aux plus gourmands et gourmets, oui. à lire quand vous conseille. Et voilà, donc l'expérience de goûter à la cuisine chewie, la cuisine de Miliana, d'Alger, de Bida, d'Oran, de Tlemcen, du Durdura, et j'en passe. Mille et une saveurs qui stimuleront, je peux vous assurer, vos papilles gustatives. Allez, on vous emmène à présent du côté de la wilaya de Taraf, donc plus précisément à Al-Qala, la découverte du lac d'El Mellah, du côté de la wilaya de Taraf. Je vous laisse regarder ce reportage par Feriel Hamdi. Al-Qala. Qui ne connaît point cette paradisiaque ville côtière de l'extrême est du pays? La rue de Tarf, précisément la région d'El-Qala, elle est vraiment retenue à l'échelle mondiale. Tant que dans le parc national, j'étais parmi les éléments qui ont vraiment poussé au loin de montrer les espèces les plus rares, les plus vraiment demandées à l'échelle mondiale. Donc même des espèces qui sont retenues sur la recherche écologique et ornithologique et mammifères dans la région. Et les richesses qu'il y a en tant que vraiment mer, terre, lac, les zones humides, les marécages, les montagnes, les forêts, et même les espèces, les animaux, les oiseaux qui sont vraiment rares, ils sont en train de commencer de se développer de l'intérieur et devenir sédentaires. Les résumatures à tête blanche, elle a vraiment disparu du sud de l'Europe et est devenue carrément sédentaire. Au niveau de la lagune de Mellah, c'est l'unique lagune en Algérie, d'une superficie qui est égale à 860 hectares. Elle englobe une diversité avifaunistique très remarquable. On trouve beaucoup d'espèces, on trouve des anatidés, tel est le cas du canard sushi, canard colvert, le félicule local, le morillon, etc. On trouve également de plus des espèces, on trouve une avifaune marine, c'est le cas des guilons et des mouettes. Ce sont des laridés. On trouve également les sternes. Pour l'avifaune, ou bien pour la ressource halieutique, la lagune de Mellah est une concession qui dure 25 ans avec un cahier de charge qui doit être respecté par le concessionnaire. Ils sont là, jeunes, dynamiques, ambitieux. Les gardes nature ou gardes verts ou éco-gardes. Des agents travaillant sur le terrain dans un espace naturel et dont le cœur de métier est la préservation de la biodiversité.
Parmi les missions d'EcoGarde en cite surveillance des espaces naturels communaux, information et rencontres avec les utilisateurs de la nature et veille écologique, prévention et sensibilisation. Nous sommes des étudiants EcoGarde. Cette opération, c'est une opération nouvelle. C'est une collaboration algéro-allemande, donc avec le ministère de l'Environnement et le parc national d'Al Qala. Bon, cette nouvelle opération, elle est pour but pour sensibiliser les gens et la valorisation du parc national en général. En fait, cette opération, elle va être vraiment une opération pilote, si elle va réussir bien sûr. Donc nous sommes là pour un but bien précis, de passer le message et de laisser une trace vraiment efficace et de protéger notre patrimoine naturel. Oui, c'est une opération pilote, c'est une nouveauté pour le parc national d'El Kala. Inch'Allah, Inch'Allah, elle va réussir. Cette campagne de sensibilisation s'étalera jusqu'au 31 août. Ces éco-gardes sont présents tous les jours pour assurer leur mission, informer et sensibiliser les estivants et les touristes. Magnifique réserve qui ne demande qu'à être préservée. Vous n'êtes pas sans savoir que nous célébrons ce mardi la journée mondiale des zones humides, une journée qui, le 2 février de chaque année, depuis 1997, est consacrée à la sensibilisation du grand public aux zones humides et célèbre l'anniversaire de la signature de la convention de Ramsar en Iran par 157 pays, l'Algérie y compris, elle en fait partie depuis 1982. Donc une journée célébrée depuis près de 40 ans chez nous, environ 39 ans pour être plus précise. Et voilà, on voulait marquer le coup avec Rahim Abdelaziz. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous-même? Très très bien, merci. Alors, dans la wilaya de Sétif, les zones humides sont très nombreuses. On a tout un complexe de zones humides d'importance internationale et notamment des zones humides au saumâtre à Salé, qui abritent une riche et variée biodiversité. Une faune, une flore impressionnante. Une avifaune plutôt migratrice qui fréquente ces plans d'eau pour y nicher et nidifier en même temps. Et l'Afrique du Nord, en tant que formation géologique, constitue une véritable halte à toute une avifaune variée et diverse, en provenance du nord de l'Europe et la Russie comprise. Oui. Dans ces flux migratoires, elle marque des haltes au niveau de l'Afrique du Nord. Et l'Algérie abrite de nombreuses zones humides d'importance internationale. Et celles-ci sont surtout situées au nord-est du pays. D'accord. On note la présence de zones humides d'importance internationale, telles l'écosystème que constituent les zones lacustres d'El Qala, qui sont classées Ramsar. Celles de Gerbes et Sanhaja, au niveau de la wilaya de Skikda, qui sont aussi reliées à travers la frange côtière et constituent un véritable écosystème et qui découle d'un hotspot en Méditerranée, un point chaud. En Méditerranée, on est en présence de 12 hotspots. Et l'Algérie en possède un. Et justement, il relie les Babords, la frange côtière, Sétif à travers les Babords, la réserve de biosphère de Teza, et en se prolongeant jusqu'à atteindre Al-Qala et Tabarqa, qui est aussi une zone humide. Elle est située en Tunisie. C'est le bassin versant de la Mesjarda. Oui. Plus au sud, on a un superbe complexe de zones humides qui est situé globalement au niveau de des wilayas de el Bouakhi, notamment Gar'at Taraf, Guellif, qui se prolonge jusqu'à atteindre les frontières des wilayas de Khanchla et Betna. Oui. Pour se croiser
à Sétif, au niveau des hautes plaines. Et on a un cas concret. Il s'agit bel et bien de la zone humide de Bazar. Bazar, Chott el Bazar. Beyda Borj, tout conglomérat de haltes lacustres fréquentés régulièrement par une avifaune migratrice qui est protégée par des conventions internationales. Et d'autres attendent, elles sont très nombreuses, d'autres zones qui n'attendent que leur valorisation et leur protection. Alors il y a, vous parlez de l'Algérie a fait des efforts vraiment remarquables en matière de classification, de nombreuses zones lacustres, et ce depuis les années 80. On a notamment 90% des zones humides d'importance nationale ou internationale sont érigées en tant que sites répondant aux critères de classement de type Ramsar. Alors on a parmi les 27 sites humides naturels et artificiels recensés à travers l'ensemble de la wilaya de Sétif. Algérie, tenez-vous bien, on est revenu sur moult fois sur l'importance de ces sites lacustres à travers des documentaires et des mini-reportages qui rentrent justement dans la sensibilisation du grand public afin de préserver coûte que coûte ces endroits dotés d'une vie inestimable. Inestimable. Alors on revient à la wilaya de Sétif, zoom sur Sétif justement, où bien 3 parmi les 47 cités algériens sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale, 3 d'entre elles ont été classées, se trouvent à Sétif, donc par l'âge, à savoir Chott Melloul dans la daïra de Ain Oulmen, Chott El Bayda dans la daïra de Hammam Soukhna. Hammam Soukhna, pourquoi ce nom-là? Parce que Hammam Soukhna dispose également, Hammam Soukhna est réputée par son chott, et notamment c'est une ville, c'est une région d'origine volcanique, d'où la présence de geysers, d'où la présence des hammams. Oui. Il y a aussi alors une zone humide d'importance, donc Chott El Fraïn dans la commune de Bazar, Daïra d'Al Ulma, et on va justement zoomer sur cette région-là. On va prendre un extrait de votre documentaire, un documentaire qui est en cours de confectionnement, qui est en train de se faire. On est en train d'élaborer justement la totalité. Alors on va regarder en attendant de voir l'extrait. Alors son classement sur la liste des sites Ramsar aura sans doute un impact positif sur sa protection de tout l'écosystème qui y vit, à savoir la faune et la flore. Qu'est-ce qu'on y trouve plus précisément? Le site de Bazar a été retenu en tant que tel justement par la présence du flamand rose et de la tadorne de Belon, qui est menacée d'extinction. Oui. Et d'après le dénombrement récent qui démarre à partir de janvier, on a recensé toute une population de tadorne de Belon. Donc, d'où les forestiers, les écologues sont optimistes. On va le voir justement dans le mini-reportage consacré justement à... On regarde. La zone humide de Bazar, au sud de la ville d'Al Alma, dans la wilaya de Sétif. Celle-ci est bordée de Jbel Breou et ses hameaux. Le lac subit les affres de la sécheresse. Son plan d'eau est loin d'être rempli. Il s'agit d'une halte pour de nombreux oiseaux migrateurs. Des tadornes de Belon séjournent dans le chott de Bazar. Cette zone humide accueille aussi des flamants roses. À 7 km au sud de l'Alma, situant sur une superficie de 4300 hectares, autour des végétations. Cette végétation, c'est sous forme du cordon ou du ceinture de végétation composant l'espèce dominante, c'est l'espèce de Typha angustifolia, avec des tamarix, gallica et des autres espèces comme la triplex
c'est la triplex, c'est fritikens, et des salicornes et des suida. De nombreuses plages de Tifa et des atriplex colonisent ce shot aux eaux salées. On assiste aussi à la présence de toute une foule de plantes, à l'image des salsolacées et autres halophytes. Cette zone humide de Bazar abrite une importante avifaune à la fois sédentaire et migratrice. C'est à cet égard que cette zone a été classée en tant que site Ramsar. Parmi cette avifaune, on note la présence de la tadorne de Belon. Classée site Ramsar, la zone humide de Bazar constitue une halte incontournable pour une riche et variée avifaune migratrice, notamment la tadorne de Belon et le flamand rose, deux oiseaux protégés par de nombreuses conventions internationales. Merci Rahim pour cette agréable et très douce balade. Donc on voyait tout à l'heure Chott El Bazar, donc situé dans la wilaya de Sétif, au sud de Sétif, c'est bien ça? Au sud d'El Alma, au sud-est de Sétif et au sud, au profond sud d'El Alma, à 7 km de l'agglomération d'El Alma. Et on y a remarqué, oui, d'où les problèmes anthropiques. Les problèmes anthropiques, exactement. Heureusement qu'ils ont pensé à ériger une station d'épuration des eaux usées. En tout cas, c'est une région qui est connue pour ne pas être sèche, contrairement à d'autres zones humides. C'est une Bazar, c'est une zone lacustre de type endoréique, c'est-à-dire que ces eaux ne déversent pas dans la mer. C'est pas une zone lacustre côtière telle celle de Brib El Aïd, au nord de Zigel et de Gerbès, ou le lac El Mellah et Obeira, qui déversent leurs eaux à la mer, carrément. Celle-ci reçoit, ces eaux sont remplies. Ça s'effectue à partir, c'est un bassin versant qui reçoit ces eaux à travers les talwegs, les ravins et ravines et oued, qui découlent des monts de Jbel Boutaleb, des massifs d'El Hadna. En tout cas, on y a remarqué remarqué la présence d'oiseaux migrateurs de plusieurs espèces en voie de disparition, et là malheureusement menacées de disparition, menacées de disparition, d'extinction. C'est la tadorne de Belon tout au long de l'année, voilà. Mais toutes ces espèces restent malheureusement bien la proie des braconniers. Le braconnage, il est pratiquement sévit pratiquement régulièrement au niveau de cette zone lacustre qui reçoit une avifaune qui est convoitée justement par des braconniers mal intentionnés qui ne comprennent pas la portée de leur présence au niveau de cette zone lacustre. En tout cas, il y a des Algériens, beaucoup d'Algériens, de jeunes Algériens, donc la jeune génération qui se met à faire la promotion de ces sites sur les réseaux sociaux. Et puis, on regarde justement un extrait d'un autre site situé dans la même région. Regardez, on revient juste après. دونك جيت انا والاحباب اصحابي كاين اللي عرفتهم اليوم وكاين Très bien, merci. Donc c'était Oued Barad dans la zone, vous disiez? Qui fait partie intégrante des massifs forestiers des Babor, Tababor. C'est au nord de Sétif.
Et c'est grâce à la sensibilisation des uns et des autres que son classement n'a pas tardé à venir. Babort Tababort jouit de nombreuses zones humides, telles Oued El Berd. Oued El Berd, qui est d'ailleurs menacé par le tourisme de masse. Ah bah, de tourisme de masse qui fait ravage, hein, pas qu'en Algérie, pas que dans ces zones de préservation, de ces zones humides qui demandent qu'à être préservées. C'est un habitat important pour le singe magot, qui est menacé lui-même par l'urbanisme. Vous reviendrez nous en parler, Rahim, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, on parlera du goéland. Et pas n'importe quel de l'Ophée qui a quitté la mer pour se sédentariser dans une zone humide à eau douce. Conséquence du dérèglement climatique. Merci Rahim Abdelaziz, merci beaucoup. Je vous dis alors mardi prochain, escale à présent au parc national du Durdura pour retrouver via Skype Ahmed Alilache. Bonjour. Bonjour. Vous nous recevez bien? Vous m'entendez? Ah, je vous entends très bien. Et vous? Oui, très bien. Avec la célébration de la Journée internationale des zones humides, donc on se réjouit. Ah, très bien. Alors déjà, quel temps il fait là-haut? Il fait, disons, très froid, mais pas comme les années du bon vieux temps, où il faisait vraiment, où la neige était permanente du Jura. D'accord. Alors, vous êtes entouré de vastes forêts, de gorges, de gouffres d'une grande beauté impressionnante, alors, et d'une faune et flore impressionnante également. Aujourd'hui, comment se porte le parc national du Durdura? Bon, à l'instar de toutes les aires protégées d'Algérie, vous savez, il y a ce souci de préservation et de conservation, mais malheureusement, il y a toujours des contraintes qu'il faut savoir gérer parce que la conscientisation des esprits n'a pas vraiment bien germé au sein de l'esprit du citoyen algérien. L'éco-citoyenneté, elle reste de loin, très loin par rapport à ce qui est recherché. Alors, vous nous parliez tout à l'heure en off du lac Agoulmim. C'est ce qu'on voit? Oui, le lac Agoulmim, le mot Goulmim, ça veut dire donc là où il y a de l'eau. C'est un lac endorique, il est un lac temporaire. C'est l'unique lac de montagne en Algérie, il est situé donc à peu près à 1700 mètres d'altitude. C'est un lac qui s'étend sur une superficie de 5 hectares. C'est un lac naturel, mais avec une digue qui a été réalisée donc, à l'époque coloniale. Oui. Ce lac, donc, il est constitué par donc, des eaux pluviales et aussi qui viennent de la fonte des neiges en été. D'accord, d'accord. Alors, je tiens à préciser que le parc national du Durdura est classé par l'UNESCO réserve de biosphère depuis 1997. Ahmed Alilache, j'ai une question d'un fidèle téléspectateur du Bonjour d'Algérie qui nous regarde depuis Nantes. Il s'appelle Abdelmalek. Alors, il me demande de vous demander si on peut faire une randonnée, si c'est balisé avec des panneaux, et si on peut camper là-bas, et si le lion de la classe a vécu dans cette région. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions d'un coup. Il y a deux principaux itinéraires de randonnée. Il y a le premier qui vient de Tikjda, c'est le plus facile, c'est le plus accessible. Donc il est formé il est sous forme de piste. Bon, qui est fermé, donc toutefois, il faut le signaler, il a été fermé depuis les années donc, de la décennie noire pour tout accès de véhicules, et tant mieux bien évidemment pour la nature. Donc il faut aller à pied de la région, ce qu'on appelle donc Tirzat, du côté de Tikjda. À peu près, nous avons 4 km jusqu'au lac. Il y a un autre itinéraire de randonnée qui vient de la commune d'Etbouadou. C'est un itinéraire un petit peu montant et sinueux. Il est très difficile. Pour le camping, le camping il se fait généralement en période d'été, en période estivale, parce que maintenant il fait très froid. Donc je ne pense pas qu'il soit donc agréable d'y venir pour faire un camping. On tient à préciser que ces images que vous venez de voir date d'il y a 4-5 ans quand il neigeait beaucoup sur cette région. Ahmed Alilache, vous êtes chef département animation et sensibilisation. Qu'est-ce qui est fait en termes de sensibilisation au niveau de ce parc?
Bon, disons, il y a des célébrations qui se font chaque année par rapport aux zones humides du Djurdjura, parce qu'au Djurdjura, il n'y a pas que le lac Goulmim qui est une zone humide. C'est une région donc, qui est caractérisée par une chaîne karstique, donc nous avons des gouffres, des grottes, etc., des avennes et des puits de neige. Mais par rapport donc, à la sensibilisation, pour être plus précis, il y a donc la sensibilisation qui se fait sur le terrain par les agents du terrain. Malheureusement, moi je tiens toujours à souligner l'insuffisance du personnel. Donc on ne peut pas couvrir une région aussi large et aussi étendue par 3 ou 4 éléments, notamment avec un appui touristique qui est vraiment donc, démesuré, qui dépasse les capacités de veille écologique sur le milieu. On essaie donc de faire une sensibilisation in situ grâce aux agents de terrain du parc national de Djura, mais nous faisons à travers des chaînes de télévision, des émissions radio, à travers la presse écrite pour un petit peu soulever cette problématique de dégradation du lac. Donc il reçoit 4 ou 5 bus qui arrivent donc avec un nombre infini de visiteurs. C'est vraiment quelque chose de plus. Ça fait une surfréquentation sur le milieu, ça risque de dégrader, donc de perdre cette valeur scientifique, parce que c'est un site de recherche scientifique. Il renferme des espèces végétales rares, voire endémiques. Il renferme une faune aquatique comme les crustacés. Et la rainette verte, c'est une espèce d'amphibien qu'on retrouve. Merci beaucoup, Ahmed Aïlech. Merci pour tous ces détails. Merci beaucoup, merci pour votre disponibilité et ce grand bol d'air frais que vous avez apporté. Je tiens à préciser et rappeler que vous étiez en direct avec nous depuis le parc national du Djurdjura. Portez-vous bien, à très vite j'espère. Merci. Au revoir. Zoom ce matin sur le lac de Daya, dans la wilaya de Médéa, une destination de choix et très prisée par les amoureux de calme et de détente. Regardez, c'est un sujet signé Faria El-Hamdi. Le lac Daya est une mare d'eau qui s'étend sur 8 hectares, remplissant une dépression naturelle située à 1230 mètres d'altitude, sur les monts de la commune de Temesguida, wilaya de Médéa. C'est aussi un lieu de reproduction et de subsistance d'innombrables invertébrés, reptiles, oiseaux et mammifères. Cette zone est devenue depuis quelques années une destination privilégiée des amoureux de la nature pour la beauté de son site, l'existence, la variété floristique, faunistique qui existe et aussi l'existence d'un lac aux eaux pyrènes. Cette diversité a transformé l'endroit en un véritable sanctuaire pour les oiseaux tels que l'aigle royal, le vautour fauve, la cigogne blanche, le faucon pèlerin, la chouette. Et aussi, c'est une destination pour les oiseaux migrateurs qui viennent des pays froids. La zone Daya est devenue depuis quelques années une destination privilégiée des amoureux de la nature pour la beauté de son site, la variété des espèces faunistiques et floristiques qu'elle recèle. من بين المشاكل التي تعاني بها هذه المنطقة هي التدفق السياحي. نقول التدفق السياحي يعني كل الزوار اللي يأتون المنطقة هذه يتركون المواطن اللاواعي الذي لا يعرف قيمة الطبيعة يترك كل النفايات الصلبة الموجودة هنا، وكذلك يعني كاين بعض التلوثات اللي يقوموا بعض السلوكات الغير يعني السلوكات السلبية تجاه هذه المنطقة. La zone de lac Daya subit de fortes agressions par les déchets des visiteurs. Pour cela, l'Association de l'environnement et du milieu vert de Médéa a organisé une campagne de nettoyage et de sensibilisation. L'Association de l'environnement et du milieu vert est une association locale basée à Médéa, créée en 1993, dont leur but principal est de promouvoir la culture écologique dans la société. Parmi nos missions aussi, c'est la protection des sites naturels. Comme ce lac ici, c'est le lac de Daya, perché à 1230 mètres d'altitude sur les monts de Temesguida. On a aussi
participé à l'élaboration des projets par plusieurs bailleurs de fonds, parmi eux qui sont locales, nationales et aussi mondiales. Le dernier projet, c'était dans ce site-là, pour les protéger contre les incendies, contre le tourisme de pression, par une série des campagnes de surveillance anti-incendie dans la période estivale. هذا انا ما نعرفش عليه بزاف مي كوم جان ايتوديون كيما تقرا سمانه كومبلي وتاعيا وكذا تجي تجوز فيه ان جورني مع صحابك كذا تديفو لي شويه. عجبنا الحاج لا بروميير فوا نجو ان شاء الله نعاودوا نولوا ان شاء الله نعاودوا نولوا ماذا بينا ينقوا موراهم فوالا ما يخلوش لي زوردور هكايا بلاصه شابه كيما هذه ما تخسرش كامل. L'action envisagée par cette association tend à impliquer et réunir au travers des activités proposées les résultats de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation environnementale en direction de la population locale. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Une émission, on le rappelle, sponsorisée par Coral Peinture. On parle à présent vaccination et stratégie avec Samia Hamadi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va. Ça va. Oui, ça va. On a commencé la vaccination, on est un peu plus soulagé. On Le est vaccin serein. est là, on est serein, j'espère. Et on est que- content. Oui, Une voilà. bonne nouvelle. Merci d'avoir accepté l'invitation, Samia. Vous êtes directrice de la prévention au sein du ministère de la Santé. Oui. Voilà. Alors, l'Algérie, vous l'avez assez bien dit, l'Algérie a commencé à vacciner les citoyens contre la Covid-19 et la priorité est aux personnes les plus vulnérables, notamment les personnes qui ont des maladies chroniques. Mais on peut savoir qui y est concerné par ce vaccin en premier lieu? En premier lieu, en fait, tout le monde est concerné. Oui. Mais seulement l'approvisionnement en vaccins, de par, comme vous le savez, il y a une course contre pour avoir le quota de vaccins. L'Algérie a pu bénéficier, alhamdoulilah, mais donc ceci impose la priorisation. C'est-à-dire qu'il y a des catégories qu'on doit vacciner, mais on priorise. Donc c'est le personnel de santé de par leur exposition au risque et aussi pour garder un système de santé en place pour pouvoir traiter non seulement les personnes atteintes de Covid, mais aussi les autres maladies. Et puis les personnes âgées et les personnes avec des comorbidités, avec des maladies chroniques, ces personnes-là, parce que de par leur vulnérabilité à la pathologie, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui développent, c'est ces personnes-là qui développent le plus de complications et chez qui on a enregistré le plus gros un taux de décès très élevé dans cette catégorie. Et puis après, on va y aller aux personnels stratégiques et puis toute la population âgée de 18 ans et plus. 18 ans et plus. Et plus, pas moins. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ont moins de 18 ans, ils ne sont pas concernés et les femmes enceintes ne sont pas concernées, tout simplement parce que, pour deux raisons. La première, chez les enfants, on n'a pas enregistré un grand nombre de cas de Covid, ou même si on a enregistré peu, mais pas vraiment des complications. Et la deuxième cause, aussi bien pour la femme enceinte que pour les personnes moins de 18 ans, parce qu'ils n'ont pas été inclus jusqu'à présent dans les essais cliniques. Donc on ne pourra pas les vacciner. Oui. Alors, bien évidemment, vous conseillez fortement à tout le monde de se vacciner. Aux personnes réticentes, qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, on conseille aux personnes de respecter surtout, parce que toute la difficulté, c'est-à-dire que ce qu'on doit dire, c'est que c'est un vaccin qui est sûr et efficace. Il a prouvé ça, et on voit qu'on est près par le monde, on est près de 100 millions. Hier, je pense que c'était 94 millions de personnes qui se sont fait vacciner, avec les différents vaccins, bien sûr. Et là, donc, et on voit cette course. Donc, on voit les pays s'investissent dans ça, c'est parce que
c'est l'apport. On sait très bien que la vaccination est très bénéfique, aussi bien sur la réduction des complications, donc hospitalisation, prise en charge et tout, mais aussi par rapport à la mortalité. Et bien sûr, et si on se fait vacciner aussi, on va maintenir une économie en place et une sécurité du pays en place. Oui, alors il est question de faire participer toutes les structures de santé de proximité, et les médecins vont donc s'appuyer sur des listes préétablies de leurs patients les plus vulnérables, c'est bien ça? Oui, et ceux qui sont méconnus justement des structures hospitalières. C'est-à-dire que là, les lieux de vaccination, il faut que la population le sache aussi, ce sont les lieux habituels de vaccination contre la grippe. Donc, mais là, donc, il y a des personnes, ils connaissent, le personnel de santé connaissent cette population vulnérable parce que c'est pratiquement la même population. Donc, c'est la population avec maladie chronique. Et pour rappeler, c'est beaucoup plus les personnes qui ont une obésité et qui ont le diabète, l'hypertension, c'est ces personnes-là et insuffisance rénale. Donc, ces personnes-là, on a enregistré le plus grand taux de complications et de mortalité, hélas. Et donc, ces personnes-là sont connues, mais ils ne sont pas tous connus parce qu'on a l'habitude de vacciner, comme vous le savez, 2,5 millions personnes pour le vaccin de la grippe. Là, c'est toute la population. Et toute la population, ça veut dire que ces personnes-là qui ne sont pas connues ou qui n'ont pas l'habitude de venir se faire vacciner, les directions au niveau des wilayas, les directions de la population et de la santé des wilayas, ils se sont rapprochés de la CNAS pour avoir la liste des personnes, parce que la CNAS dispose de la liste des personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, pour pouvoir avoir cette liste avec leur adresse, mais on invite aussi ces personnes-là à s'inscrire au niveau de proximité, parce qu'on ne voudrait pas, pour ne pas rater, pour éviter des rendez-vous manqués pour la vaccination, on se dit, toute personne, elle peut se faire vacciner à proximité de son lieu de vie ou son lieu de travail. Alors on a un reportage, reste avec nous Madame Samia Hamadi, on a un reportage sur le début, l'entame, le coup d'envoi de la campagne de vaccination. C'est un sujet signé Nesrine Ben Saïdi. Dès l'ouverture de la polyclinique Les Sources, les citoyens de la commune de Bir Morad Raïs étaient nombreux à venir se faire vacciner contre la Covid-19. Très content d'être toujours. Je me suis levé à 6 h du matin pour venir ici. Pour moi, le vaccin reste le seul moyen pour contrecarrer la maladie, le virus de Covid-19. La vaccination, le produit, mais avant de commencer, une consultation pré-vaccinale s'impose. Après le vaccin, cette consultation, bon, c'est un questionnement. Apparemment, ils nous ont dit vous allez passer d'abord en consultation. Une fois en passant en consultation, ils vont nous dire Shkouni sera vacciné, Shkouni non. La vaccination a eu lieu après les consultations, juste après les consultations pré-vaccinales. Ensuite, vous avez la vaccination en elle-même, l'acte vaccinal au Sputnik V. Après la vaccination, toutes personnes vaccinées sont retenues en observation pendant 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, on les libère. Et jusqu'à présent, alhamdoulilah, toutes les personnes vaccinées ont quitté donc la polyclinique sans aucun effet secondaire. En plus de la vaccination, une plateforme numérique est mise en place pour le suivi quotidien de l'état de santé des personnes vaccinées qui devront se présenter après 21 jours pour un rappel. Dans 3 semaines, oui. Voilà. J'attends la carte avec le rendez-vous. Sur la carte de vaccination, il est porté le rendez-vous de la personne vaccinée 3 semaines après la vaccination. Ce rappel donc est nécessaire pour renforcer l'immunité à plus de 91%. Après la réception de la première cargaison du vaccin Sputnik 5, la campagne de vaccination a débuté à Blida, ensuite à Alger et devra s'étendre à travers tout le territoire national. Nous le faisons aujourd'hui également de manière officielle au niveau de la wilaya d'Alger, parce qu'également la wilaya d'Alger, avec la wilaya de Blida, a été la deuxième ville, c'est la capitale qui a subi également les affres de cette pandémie. Près de 8000 centres de vaccination au niveau des hôpitaux, des polycliniques et établissements de santé de proximité ont été mobilisés pour la campagne de vaccination contre la Covid-19.
Alors, tout un programme de vaccination a été établi par les pouvoirs publics, un programme par étapes. Comment ce programme va être concrétisé, se concrétiser sur le terrain, Madame Hamedi? Oui, alors on a parlé de la priorisation, et il y a la priorisation par rapport à la catégorie de personnes qui doivent se faire vacciner, mais c'est aussi donc catégorie cible, mais il y a aussi par rapport à les wilayas, par rapport à la situation épidémiologique. C'est-à-dire, on a commencé par les wilayas qui sont les plus touchés, qui ont enregistré le plus grand nombre de cas cumulés et le plus grand nombre de décès. Et puis, ça va s'étaler maintenant sur tout le territoire. Parce qu'on a commencé par le Sputnik et puis on va continuer avec l'AstraZeneca, comme vous le savez, qui est arrivé. Donc là, le programme, ça va être sur... c'est vraiment un planning. Donc, les personnes s'enregistrent et puis, donc, on va prendre pas toutes les personnes à la fois, mais on va faire un programme et tout ça, non seulement par rapport au vaccin, c'est-à-dire par rapport à l'arrivage, par rapport à l'approvisionnement, mais c'est surtout pour éviter le rassemblement parce qu'on conseille la distanciation, on conseille vraiment un protocole sanitaire de respecter les gestes barrières. Et je pense qu'on a surtout que notre stratégie, elle est modulable, elle est flexible, elle va s'étaler sur plusieurs mois, voire sur une année. Donc, je pense qu'on doit rassurer surtout la population pour dire que ne vous inquiétez pas, inscrivez-vous et tout le monde va avoir son vaccin. Très bien. Alors, on a vu que partout dans le monde, et bien même les pays qui ont précommandé leur vaccin il y a une année ou ont du mal à atteindre leurs objectifs fixés en matière de vaccination, ils ont pris du retard dans leur calendrier. C'est un passage obligatoire, on a l'impression. Ce qui me pousse à vous poser la question suivante. Est-ce que l'industrie pharmaceutique au niveau mondial est capable de répondre aux besoins de milliards de personnes dans le monde? Je pense qu'il y a il y a un investissement très important. Il y a beaucoup de laboratoires qui sont en course maintenant. Il y a des laboratoires qui sont déjà passés par la phase 3 et qui sont passés à la phase de mise sur le marché. Mais il y en a qui sont en course, donc je pense que ça va arriver. Mais ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps parce qu'on suit de près. Et comme vous le savez, nous, au niveau du ministère de la Santé, et avec le comité scientifique qui suit ça de près, et comme vous le savez aussi, qu'il y a un comité au niveau du Premier ministère, présidé par le Premier ministre, qui a mis en place un comité justement de suivi par rapport à l'approvisionnement et de suivi de ces vaccins qui seront mis sur le marché. Alors, d'après les autorités sanitaires, eh bien, il est inenvisageable de réouvrir les frontières du pays avant d'avoir vacciné 60% de la population. C'est la condition pour atteindre l'immunité collective? C'est-à-dire pour atteindre l'immunité collective, vous voyez, si on parle de l'Algérie, 70%, parce que c'est par rapport au R0, c'est par rapport, c'est-à-dire le nombre de personnes qui risquent de se faire, c'est-à-dire la personne atteinte, combien de personnes elle peut toucher. Donc pour la grippe c'est 2, pour la Covid c'est 3,3. Donc il faut 70% de personnes. Ah, c'est 70%. 70% pour atteindre l'immunité collective, qui est très difficile au début parce que c'est pas possible. Ça va prendre du temps. C'est-à-dire ça va venir, mais ça va prendre du temps du fait qu'il n'y a pas assez de vaccins pour le moment sur le marché mondial. Alors, et donc, par rapport aux frontières, on ne pourra pas parler. Je pense qu'il y aura d'autres critères qui rentreront en ligne de compte. Mais pour dire que l'atteinte de 70%, ça va prendre du temps. Oui, c'est pour ça, d'où le fait qu'on n'ait pas encore de date butoir. On dit que ça se fera sur toute l'année. Je pense qu'on ne se donne pas. C'est-à-dire l'ouverture, ça relève des autorités, des hautes autorités. Donc moi, je ne pourrais pas parler de ça, mais ce que je peux dire, c'est que on fait en sorte, je pense, ensemble, pour essayer, et c'est pour ça que le vaccin, non seulement qu'on se fait vacciner, mais il faut surtout maintenir les mesures barrières. Oui, alors on parle justement d'immunité collective. Est-ce que vous pouvez nous définir l'immunité collective sur le plan scientifique? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça veut dire qu'on va atteindre que 70% de personnes qui vont être vaccinées, donc qui vont développer une immunité, et à ce moment-là, il n'y aura pas des personnes qui vont être... C'est-à-dire que le virus ne trouve pas de place pour la propagation. En fait, c'est pour, si vous voulez, le but, c'est casser la chaîne de transmission. Voilà, c'est plus ça. Pour, si j'ose expliquer un petit peu, vulgariser le mot, c'est vraiment le virus, il est là, il circule, il y a 70% parce que
une personne peut toucher 3, donc il y aura très peu de gens. On va casser la chaîne de transmission. Et on pourra éliminer éventuellement. Reprendre une vie normale un jour, on l'espère en tout cas. Alors oui, il y a différentes souches de vaccins. L'Algérie a opté pour le vaccin russe et celui d'AstraZeneca d'un groupe britanno-suédois. Est-ce que l'origine du vaccin importe peu? Il y a toute une polémique sur les réseaux sociaux. On aimerait bien éclaircir ça avec vous, dans le sens où les 2 vaccins ont été testés dans les structures sanitaires. En laboratoire. C'est-à-dire, avant de parler de ça, je pense que les critères sont les mêmes pour tous les vaccins. Ils se valent. Ils se valent. Voilà. Les vaccins se valent parce qu'ils sont basés sur l'innocuité, sur la sécurité et sur l'efficacité. Donc, un vaccin ne peut rentrer dans un pays, en fait, pour l'Algérie, sa stratégie, que s'il est déjà testé dans le pays d'origine, là où il a été fabriqué, il a été mis en place sur le marché du pays d'origine, et à partir de là, vu l'urgence, parce qu'avant on parlait de la préqualification OMS, maintenant l'OMS, vu la pandémie, les urgences et tout, donc il suffit que l'agence des médicaments des pays Europe, autres, qui enregistre le vaccin, et à ce moment-là, il peut être utilisé. D'autant plus qu'on voit que toutes les publications ont montré, et donc la phase 3 et les publications actuelles ont montré l'efficacité de ces vaccins. Et ces vaccins, ils se valent. C'est-à-dire que la différence, il y a une petite différence entre le taux d'efficacité, mais c'est pas ça l'essentiel, c'est surtout par rapport au conditionnement du vaccin, qui peut aussi dire la conservation, parce qu'il y a des vaccins, si je parle de Sputnik, il est à moins 20. D'autres à moins 80 degrés Celsius. Le Pfizer, il est à moins 80. C'est énorme, c'est compliqué, 80. Il y a toute une chaîne de froid à respecter. Par rapport à la gestion. Et alors l'AstraZeneca ou le chinois, ils sont à 2+8, comme les autres vaccins qu'on a l'habitude de gérer, la grippe et les autres vaccins. Mais ceci dit, même pour le Sputnik, nous avons mis tous les moyens pour pouvoir gérer. Donc, nous disposons des moyens. Le personnel a été formé dans ce sens, et donc il n'y a pas de raison. Donc, je pense que ça va bien. C'est clair, net et précis. Vous rassurez. C'est bien. En tout cas, d'ailleurs, l'Algérie a opté pour la production du vaccin local. C'est une très bonne nouvelle. Je j'espère, bien sûr, comme tout, ça sera une fierté, mais ça va sûrement prendre un peu de temps pour mettre tout en place. Mais pour le moment, il faut essayer d'avoir que la population adhère à ce vaccin, qu'elle doit être compréhensive, qu'elle doit s'organiser, et donc ensemble, on pourra, je pense, réussir notre campagne de vaccination qui est très très importante c'est un bénéfice très important. Et reprendre une vie normale, voilà. Merci beaucoup Samia Hamadi. Je rappelle que vous êtes directrice de la prévention au sein du ministère de la Santé. Merci d'être venue. Merci, mais il faut maintenir les mesures. Hein. Oui, ça s'est fait rapidement. Oui, ça s'est fait rapidement. Mais c'est important de dire à la population, seulement la rassurer que toutes les personnes vont être... Il faut dire aussi que la vaccination, elle est gratuite. Donc, elle ne sera pas disponible au niveau des officines comme le vaccin de la grippe. Elle sera au niveau des structures publiques de santé. Et surtout, elle est volontaire, mais elle est fortement recommandée, particulièrement pour la population qu'on a citée. On repart avec un petit papier, un petit... Mais ça, c'est-à-dire le papier, c'est juste la carte de vaccination qu'on utilise aussi pour les autres, pour d'autres vaccins, mais juste... Cette carte, c'est par rapport à la traçabilité. Vous avez vu que nous avons mis même en place une plateforme électronique pour l'enregistrement des personnes. Mais c'est surtout cette carte parce qu'on met le rendez-vous aussi. On met le rendez-vous de la personne, la traçabilité du vaccin, et on met la date pour que la personne, si une personne, enfin on souhaiterait que les personnes qui se sont fait vacciner dans un lieu, ils resteront dans le même lieu pour la deuxième dose, parce qu'il y a une deuxième dose 3 semaines après, mais auquel cas, si pour une raison ou pour une autre, la personne, elle se retrouve dans une autre wilaya ou un autre lieu où elle ne pourra pas se rendre au moment où elle doit faire sa deuxième dose. Donc, comme il y a la plateforme, on peut retrouver facilement, et puis avec la carte, c'est plus facile. Merci Samia Hamida, merci pour toutes ces précisions, détails de taille qui ont toute leur importance. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne continuation et bon courage. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous en prie. Et vous n'êtes pas sans savoir, chers téléspectateurs, qu'on a bien se souvenir des bons moments passés en votre compagnie au Bonjour d'Algérie. D'ailleurs, on y consacre toute une rubrique, Il était une fois. Au Bonjour, le Bonjour, notre collègue Sabrina Khalif nous a déniché un bel extrait, celui du violoniste Gilles Apap et de la chanteuse Souad Asla. Excellent duo, regardez, je vous laisse apprécier.
ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Bon, c'est-à-dire que je joue du violon. Je sais pas. Virtuose du violon. Ouais, je me fais la musique de fond. Vous voyez? Ensuite, bon, ben, je joue. C'est pas un change instrument facile, hein, mais le violon. non, mais ben oui, bon, enfin, c'est vrai que c'est. Et après, je change de. Je manie des langues ici. Alors, j'irai peut-être en Irlande. C'est magnifique. Et puis ensuite, bon, je fais un peu là. Je joue le bendir, un peu d'arbouka. Et là, je suis en train d'apprendre par ma ma'allema Hasna al-Bcharia, que je salue, qui est la première femme au monde qui a osé prendre cet instrument, qui est un instrument réservé aux hommes, confrère Gnawa. Et je pense que ça serait bien aussi, j'ai un autre rêve, c'est créer une petite école à Bchar pour apprendre aux filles, pour enseigner. Comme Hasna, elle est sur Bchar, elle pourrait enseigner aux filles. Ronde, allongée, cerise rouge, jaune, voire même zébrée, la tomate se décline en plein de variétés, multitudes de sortes et variétés. On vous propose de redécouvrir ce fruit avec le chef cuistot Massili, Amine Massili. Comment ça va? Bonjour, c'est Messili, c'est pas Massili. Messili. C'est Messili. Bonjour, ça va? Vous allez bien et vous? Très bien. Ça va. Alors, vous vouliez me charrier, alors vous avez commencé par le nom. Non, j'ai même pas commencé. Hein. J'ai beau chercher les tomates, il n'y a rien de rouge sur le plateau. Il n'y a rien, oui. Il y a le fil rouge derrière vous. Mais j'ai pas trouvé de tomates. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la période. Moi, je travaille qu'avec la tomate bio. Ah, et de celle qualité. qui existe maintenant, c'est de la tomate de dessert. Acceptez pour cette fois. Bien sûr, il faut accepter. Alors, avant tout, comment choisir ces tomates? Alors, il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre qui est très important, c'est la recette. Qu'est-ce qu'on va faire avec la tomate? On se pose la question, on va faire une soupe, on va faire un tagine, on va faire une sauce. On va la manger tout simplement crue. Donc c'est par rapport à ça. Si on mange la tomate dans une soupe ou dans une pizza ou dans un tagine, il faut les choisir très très mûrs. Pour faciliter la cuisine. Comme la shorba, c'est très très mûr. Comme la pizza aussi, c'est à peu près la même qualité de la tomate. Après, si on veut la prendre crue, en salade ou la faire en tomate mozzarella, ou il y a beaucoup de recettes, il faut la choisir. On peut avoir quelques recettes. Bien sûr, de la shorba ou de la cuisine algérienne. Cuisine algérienne. Alors pour la shorba, on a pour 6 personnes 500 grammes de tomates bien mûres, fraîches, de saison, de préférence. On a 500 grammes on a dit 500 grammes de tomates, on a 200 grammes d'oignons, on a 4 gousses d'ail, 100 grammes de pois chiches, céleri et menthe fraîche, et aussi la coriandre en bouquet garni. Ça, c'est la shorba d'Alger. Ça, c'est la shorba algérienne. Je parle de base. Après, quand on parle d'algérois, c'est à base de fdaouch, ou de vermicelle, ou de doudia, comme ils l'hannas. Si c'est de l'Est, c'est à base de fric ou jarry, c'est-à-dire il y a beaucoup de blé dur ou blé tendre. Si c'est du loranais, c'est de la harira. Mais toutes les trois, elles ont la même base, on va dire. Elles ont la même base, c'est la tomate. Et pour ceux qui n'aiment pas la tomate, on fait comment? Et pour ceux qui n'aiment pas la tomate... Il y a beaucoup de gens, mine de rien, qui n'aiment pas la tomate, qui refusent carrément de manger n'importe quel plat à base de tomate. Là, il y a de la tomate, ils disent non. Pourquoi? Comment ça se... Après, il faut se demander pourquoi. Est-ce que sur le plan gustatif, moi je pense que c'est non, parce que
C'est pas ça. Ils ont peur des graines, des pépins qui sont dedans et de la peau. Et les gens se disent qu'on a des problèmes gastriques, donc on évite l'acidité de la tomate. L'acidité de la tomate, et ça c'est faux. On peut manger de la tomate. Même avec une gastrite? Même avec une gastrite, on peut manger de la tomate, on peut l'accompagner avec un yaourt nature. Pour adoucir, et ça marche. Neutraliser l'effet et en acide. plus, ça se marie très très bien. On prend du fromage frais avec de la tomate sur un toast. Oui. C'est magnifique. C'est très bon. De la tomate mozzarella aussi, c'est magnifique. Ah, il y a aussi, pour accompagner les grillades, les tomates farcies au four, tomates aubergines, tomates courgettes, elles se déclinent en plusieurs recettes. Tout ce que vous voulez faire avec de la tomate, vous pouvez le faire. Même la donner en tant que garniture. Et en tant que jus aussi, un tabasco, un gazpacho plutôt de tomate avec du tabasco, un peu de d'huile. Exactement. Gazpacho de tomate, c'est une soupe froide, pour que les gens le sachent. Oui. Elle se consomme plutôt l'été, c'est une soupe espagnole. Vous faites la tomate, les poivrons verts, oui. La niora. La niora, c'est les poivrons rouges séchés, pilés. D'accord. Du vinaigre blanc, du tabasco, basilic, du basilic et beaucoup d'huile d'olive surtout. Beaucoup d'huile d'olive. Après, il y a une technique de la faire. Il faut la mixer 2 fois. Une fois manuelle avec la moulinette, la deuxième fois au mixeur, et la troisième fois, il faut la faire passer au passoire. Ah, ça c'est bon à savoir. Si on n'a pas de passoire, on prend un tissu 100% coton, on met notre gazpacho sur c'est comme un filtre, et on fait une aumônière, et on commence à tirer vers le bas. Oui. Donc on n'a que le jus de... Et on fait quoi du reste? Et le reste, on peut le travailler pour des ailleurs. sauces. On jette pas, on jette rien en cuisine. On jette que l'emballage. Mais Tout on se jette rien, transforme. tout se transforme. Voilà. Alors, les bienfaits de la tomate? Les bienfaits de la tomate, déjà, la période de la Covid, elle est très très conseillée parce qu'elle est très élevée en pH de 1, de 2, elle est très riche en vitamine C. Pas la plus riche, mais elle est très riche en vitamine C. Elles permettent au corps de se hydrater parce qu'elle est plein d'eau, elle est gorgée d'eau. Donc, il y a beaucoup de paramètres positifs et elle est bien pour la peau aussi. Oui, c'est un anti-cancer, c'est bon pour la peau, anti-acné, pour nourrir la peau, donner un effet bonne mine aussi. Donc c'est tout bénef, quoi. C'est tout. Et c'est aussi bon pour garder la ligne, bon contre l'hypertension artérielle et aussi contre le diabète, pour lutter contre le diabète. Exactement, c'est un régulateur de diabète. On a l'impression que c'est sucré, certaines tomates, quand elles sont mûres, elles ont l'impression qu'elles sont sucrées, mais au final c'est très bon pour lutter contre le diabète. Je vous pose la question, est-ce que c'est un fruit ou c'est un légume? Alors moi je connais la réponse, mais j'ai pas envie. Je vous réponds clairement. Bien sûr. Alors oui, quand j'étais petite, je devais faire des fiches pour chaque fruit et légume. Oui. Et la tomate, je me rappelle très bien parce que j'ai été punie. Oui. On m'a demandé d'écrire 20 fois. La tomate est un cucurbitacé comme la pastèque. Exactement. Du coup, c'est rentré dans ma tête. La tomate n'est ni un fruit ni un légume. Oui. Et comment se fait-il que c'est devenu un produit méditerranéen par excellence, alors que c'est à l'origine c'est un produit où on l'a ramené de l'Amérique. Oui. Du moment que c'était les Italiens qui l'ont fait rentrer en Europe, parce que c'est les Italiens, c'est le premier peuple migrant et aux États-Unis. Il y a un rapport avec la pizza. Amérique. En inventant la pizza, ils devaient ramener la tomate d'Amérique. Non, pas pour ça. Ils mangeaient de la tomate parce qu'ils faisaient la traversée de l'océan. D'accord. Donc ils mettaient des jours et des mois pour y arriver en Amérique, en terre américaine. Quand ils étaient en terre américaine, ils ont trouvé ça, c'est-à-dire le premier ingrédient, le premier aliment, le premier fruit ou légume qui se mangeait par les Indiens. C'était le repas par excellence ou c'est le produit par excellence. Donc ils l'ont ramené avec eux du moment qu'il se mangeait cru ou séché. Et la majorité du temps, ils le séchaient à travers, c'est-à-dire qu'ils commençaient à le manger cru, frais, directement, et avec le temps, ils le mettaient pour qu'il sèche, pour qu'il ne pourrisse pas et qu'il puisse le manger. Ça, c'est les Italiens. C'est la même chose pour le riz, mais les Espagnols. C'était un peuple migrant vers l'Asie aussi. Oui. Ils faisaient la même chose avec le riz. D'accord. Alors moi, à mon tour de vous poser une question, votre souvenir, le souvenir d'enfance. Tomate avec la tomate. Tomate sandwich, tomate. Sandwich tomate, c'est très simple. C'est sandwich tomate et Miramar.
D'accord. La plage Miramar, la plage rocheuse Miramar et sandwich tomate. C'était le plus chanceux parmi nous avait de l'oignon aussi, de l'oignon frais. L'huile d'olive, peut-être un filet d'huile d'olive. Il doit oublier l'huile d'olive à Non. cette époque-là. Très bien, les Il y a tomates que bien mûres, tomates. laissées au soleil, écrasées dans un pilon avec une gousse d'ail. C'est très rapide à cuisiner. La tomate, c'est vraiment, en une demi-heure, on a un plat à base de tomates. Cette recette que vous venez de citer maintenant, ça c'est une recette, on l'appelle en espagnol salmorejo. Oui. Salmorejo, c'est un produit de base, c'est une sauce de base pour préparer la paella. Et pour permettre à la paella... Après, il faut ramener le piment d'Espelette, si on en trouve. Pas le piment d'Espelette, c'est la niora. La niora, pourquoi la niora? Parce qu'elle est riche en sucre. En l'associant avec la tomate, ça nous donne la caramélisation de la base de la paella. Quand la paella doit coller. Et qu'est-ce qui permet à la paella de coller? C'est le féculent plus le sucre. Très bien. Ça, c'est la guerre de la tomate. Ça, c'est en Espagne, je pense. Ça, c'est la journée de la tomate, carrément. On fête la tomate. Ah, on vous déconseille. Le gaspillage, on n'aime pas. Hein. Ça, c'est pas du gaspillage. Ils vont la reprendre. Ils vont la reprendre. Bien sûr. Les gestes barrières n'ont vraiment pas été. Bon, c'était des séquences qui ont été tournées bien avant le Covid, évidemment. Oui. Merci beaucoup, Amina Massili. Est-ce qu'on peut passer à la minute humour? Bien sûr, avec plaisir. Yazid, vous avez préparé quelque chose?